Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un endroit qui est très spécial en Russie et dont j'ai déjà parlé dans une vidéo, le Caucase. Donc j'y suis déjà allée 3 fois dans cette région du sud de la Russie et la dernière fois que j'ai fait une vidéo sur le sujet, c'était pour parler d'un petit voyage que j'avais fait en novembre dernier, il me semble. Mais cette année, je suis retournée 2 fois dans le Caucase, donc d'abord en avril et ensuite je pense que c'était en juin déjà, et quelques semaines. Et donc l'ambiance est totalement différente bien sûr quand il y a du soleil et que tout est vert. Et donc je vais aujourd'hui vous montrer tout ça. Mon premier voyage cette année en avril, c'était organisé par une agence de blogueurs qui m'avait invité, ainsi que d'autres blogueurs, à présenter certaines régions du Caucase. Donc les blogueurs participaient les uns après les autres à un voyage dans une région différente du Caucase. Et moi, j'étais partie en Karachaeva-Tcherkessie. C'est difficile à dire. Donc comme le Caucase est une région culturellement très variée, avec des populations différentes qui y vivent, le but de ce petit voyage était donc de présenter un petit peu les traditions, les coutumes, l'artisanat local et puis les paysages aussi, en filmant un blogueur étranger ou russe avec une personne locale. Donc moi en l'occurrence j'ai été filmée avec un étudiant local de la région de Karachaeva-Tcherkessie. En général si vous parlez aux Russes du Caucase, ils ont des avis un petit peu différents. C'est une région qui est considérée comme plus sauvage que le reste de la Russie. Les différents peuples locaux ou nationalités, comme ils appellent ça, sont aussi assez différents des Russes, enfin des Russes comme on les connaît. Et ils sont musulmans, par exemple, pour beaucoup des régions du Caucase, notamment la Karachaeva-Tcherkessie, où j'étais. Donc c'est des codes culturels assez différents. Et il y a beaucoup de Russes, surtout des femmes, qui considèrent que le Caucase est une région plus dangereuse que le reste de la Russie. Et on m'a dit pas mal de fois, en rigolant ou pas, que j'allais me faire enlever si je partais dans le Caucase toute seule. Bon, j'ai jamais été dans le Caucase toute seule, à chaque fois j'étais avec des amis ou avec cette agence de blogueurs. C'est une région qui est plus rustique que l'ouest de la Russie, que je connais bien. Mais j'ai vraiment jamais ressenti le moindre danger. Après, encore une fois, les Russes parlent très souvent du danger de vivre en Russie, mais c'est seulement parce qu'ils n'ont jamais vécu à Marseille ou à Paris. Et par comparaison, je trouve que même dans des villes du Caucase, on se sent parfaitement en sécurité. Après, effectivement, il y a des codes culturels à prendre en compte. Donc par exemple, à Tcherkesk, qui est une ville plus traditionnelle peut-être que Kislovodsk par exemple, c'est plus recommandé aux femmes de ne pas porter de mini-jupe ou de porter des manches longues, mais c'est simplement pour participer aux coutumes locales et ne pas se faire regarder de travers. Mais ça veut pas dire qu'on serait en danger si jamais on n'est pas habillé exactement comme les locaux. Petite pause pour vous parler du sponsor de cette vidéo que vous connaissez déjà, Rosetta Stone, qui est une application d'apprentissage de langue. Donc le principe de cette application, c'est d'apprendre à l'instinct, comme les enfants le font. C'est ma méthode d'apprentissage préférée, c'est comme ça que j'ai appris l'anglais et le russe plus ou moins, même si je suis un peu moins fière de mes talents en russe qu'en anglais. Donc au lieu de passer par un stade d'apprentissage de la grammaire par des exercices qui n'en finissent pas et qui sont totalement démotivants, vous êtes directement immergé dans la langue à travers des exercices qui sont basés sur l'écoute, sur l'observation d'images et donc qui sont très instinctifs en fait. Donc vous n'avez pas besoin de passer par un stade de théorie à n'en plus finir pour commencer à apprendre la langue. J'ai une capacité de concentration assez faible, disons, enfin pas très longue, et donc ça m'arrange vraiment que les leçons soient découpées en petits exercices. Par exemple, là, je voyageais énormément ces derniers temps, comme je vous l'ai dit. J'étais dans le Caucase, à Saint-Pétersbourg ensuite, pour le forum économique. Et donc le fait d'avoir juste un petit exercice à faire par jour, ça me permet de maintenir une connexion avec la langue sans me démotiver ou sans me faire perdre trop de temps quand j'ai vraiment trop de choses à faire dans la journée. Donc je trouve que c'est un format idéal. Donc n'hésitez pas à aller voir dans la description de cette vidéo où vous aurez un lien vers l'application Rosetta Stone pour commencer à apprendre le russe ou toute autre langue qui vous intéresse, puisqu'ils offrent un choix de langues vraiment très large. Всё на полу. В этом доме всё маленькое. Merci à Rosetta Stone et on continue avec la vidéo. Donc avec cette agence de blogueurs en avril, on a visité donc la ville de Tcherkesk, on a rencontré le ministre de la Culture qui nous a montré un petit peu la ville. D'ailleurs, petite parenthèse, mais dans le Caucase, il y a des glaces absolument excellentes, donc je vous recommande de les tester. Il y en a partout et je les trouve vraiment très bonnes. Il y a certaines marques qu'on ne retrouve pas dans le reste de la Russie, par exemple. Donc on a participé à différentes activités. Par exemple, on a regardé des danses traditionnelles et ils m'ont forcé à participer. C'était horrible parce que j'aime pas beaucoup me mettre en avant et être regardée par tout le monde. Et puis j'avais aucune idée de comment on danse. Les femmes dansent d'une manière très différente de ce que j'ai pu connaître avant. Donc en général, elles bougent à peine leurs pieds, elles ont des robes longues et j'essaierai de trouver une image pour vous montrer un petit peu ce à quoi ça ressemble. Elles bougent seulement leurs bras comme des oiseaux. Et elle se déplace comme ça en faisant des tout petits pas qui sont à peine visibles et qui donnent l'impression qu'elle flotte.
Je ne suis pas douée pour ce genre de choses, ou en tout cas il faudrait que je m'entraîne pendant 10 ans avant d'y arriver. Donc là on m'a lâchée dans le parc en me demandant de faire ça. Et c'était pas facile. On a aussi visité une production locale, enfin une fromagerie, quelque chose comme ça, où ils font plusieurs fromages différents. Et ils font aussi des croissants qui étaient absolument excellents, qui étaient vraiment comme les croissants français. Ils m'ont expliqué d'ailleurs que c'était parce qu'ils importent le beurre qu'ils utilisent d'Australie. Et c'est pour ça qu'on a vraiment l'impression que c'est des vrais croissants français. Alors qu'en Russie, en général, ils utilisent un beurre de moins bonne qualité et ils rajoutent du sucre dans les croissants. J'en ai déjà parlé plein de fois, il faut vraiment que je m'arrête. Mais bref, si vous voulez trouver des vrais croissants en Russie, Tcherkessk est une option. On est aussi allé visiter un monastère ou une série de petites églises très anciennes. Donc si je ne me trompe pas, elles dataient du 10e, 11e siècle. Qui ont été construites donc par un peuple différent, qui est un petit peu légendaire, j'ai l'impression, qui s'appelle, en russe c'est Alan. À vrai dire, ça m'a vraiment fait penser à la France, avec le paysage et ces petites églises de pierre. Dans la ville de Karachaevsk, on a fabriqué des tapis avec la méthode traditionnelle, c'est-à-dire que la laine est enduite de savon, et ensuite pour comme imprimer un motif sur le tapis, ils ajoutent des laines de couleurs différentes, et après ils roulent tout ça dans un... C'est un petit peu comme pour faire un sushi, dans une natte en gros, et ensuite ils frottent jusqu'à ce que, avec la pression et le poids qu'on appuie dessus, jusqu'à ce que les fibres de couleurs différentes soient intégrées dans la laine, dans le tapis. C'était absolument très mal expliqué, mais bon, tant pis. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? On a goûté à des produits locaux, bien sûr, comme par exemple une boisson qui s'appelle ayran, qui est un petit peu comme du kéfir, donc du lait fermenté, mais plus léger et avec plus comme des bulles que le kéfir. Bien sûr, la région du Caucase est aussi très réputée pour les shashliks, qui est l'équivalent du barbecue en Russie, et moi j'adore ça, les shashliks. Ensuite, on a aussi visité le télescope BTA, qui s'appelle BTA, qui est un télescope soviétique perché en haut de la montagne, dans la région Arkhis, et qui est très beau. On a discuté avec une guide locale qui m'a appris plein de choses. Donc moi j'ai trouvé ça assez incroyable de voir ce morceau de science soviétique perdu dans la montagne et qui est toujours en activité, qui est toujours fonctionnel. Ils ont même fait tourner le télescope et ils l'ont ouvert pour nous montrer ce à quoi ça ressemblait. Quand on y allait d'ailleurs, la météo avait changé totalement et il a commencé à neiger, c'était en avril. Donc si on monte un petit peu dans la montagne, on change de climat complètement. Ensuite, le dernier jour, on est aussi allé essayer des costumes traditionnels qui sont fabriqués, il me semble que c'est entre Tcherkessk et Kislovodsk, à peu près dans la région entre les deux. Donc on est allé dans l'atelier d'une femme qui fabrique des costumes de façon traditionnelle. Elle nous a expliqué certaines choses, comme par exemple le fait que même sur les robes de femmes, il y a des ornements horizontaux en métal qui sont au niveau de la poitrine. Et elle nous a expliqué que c'était un vestige du fait que les femmes portaient plus ou moins des armures à l'époque, puisqu'elles allaient se battre à cheval aux côtés des hommes. En tout cas, c'est ce qu'on nous a dit. Elle m'a aussi fait monter sur des sortes de sabots avec des talons très en hauteur qui m'ont fait penser un petit peu aux chaussures japonaises en bois qui ont juste un talon au milieu, alors que là il y en avait deux, mais c'était quand même très difficile de marcher avec. Apparemment, porter ce genre de chaussures, ça permettait de montrer que vous êtes une personne de noblesse ou de haut rang. Il y avait aussi une coiffe qui m'empêchait totalement de tourner ou de bouger la tête, puisqu'elle tombait à chaque fois que je bougeais un petit peu, donc ça devait être très inconfortable d'être une noble du Caucase à l'époque. Donc voilà, ça c'était vraiment un petit résumé rapidement de cette tournée dans le Caucase en avril. Il y aura un film qui va sortir sur le sujet, bon ce sera en russe, mais je vous partagerai quand même au moment où ça sortira. Et ensuite, je suis retournée avec des amis dans le Caucase, donc début juin cette fois-ci, ou fin mai, je sais plus. Cette fois-ci, c'était une semaine de vacances qu'on a passé là-bas, à beaucoup voyager, et j'ai vu certains des plus beaux paysages que j'ai vus de toute ma vie. Donc on est d'abord allé à Kislovodsk, qui est une ville très agréable. J'étais déjà allée là-bas en novembre, mais c'est vrai qu'en juin, ça change totalement quand il y a des fleurs partout, les oiseaux chantent, c'est vraiment agréable. On est passé sous la pluie quelques petites fois, mais malgré ça, c'est une ville que je trouve très agréable et très confortable. Une ville beaucoup plus russe au final, où il y a beaucoup de gens qui viennent pour passer des vacances. Il y a des eaux thermales, donc pas mal de gens qui viennent pour se soigner aussi. Donc c'est une ville peut-être un peu moins traditionnelle ou reculée, caucasienne, que Tcherkessk ou Karachaevsk par exemple. Il y a des chiens errants un petit peu partout dans la ville qui nous accompagnent. D'ailleurs c'est le cas très souvent dans le sud de la Russie. Les gens les nourrissent et puis ils accompagnent les touristes pendant un jour.
pour aller se promener. Et donc le premier jour, on a récupéré un petit compagnon aussi pour aller se promener dans la montagne. Il y a pas mal de balades à faire depuis Kislovodsk, pas besoin de prendre une voiture. Il y a des montagnes pas très loin. Et donc c'est une ville que je trouve calme, agréable, il y a plein de bons restaurants, il y a une bonne ambiance. Donc voilà, j'ai envie de dire que c'est le Caucase soft, le Caucase européen disons. C'est un bon point de départ pour commencer un voyage ou un tour dans le Caucase. Ensuite, on est allé dans un endroit qui s'appelle Arhiz, qui est très différent. Donc vous avez 2 endroits où vous pouvez trouver où loger, dans le village lui-même Arhiz, ou alors dans un petit village, enfin qui est une station de ski aussi, qui n'est pas très loin et qui s'appelle Romantique. Si vous voulez l'aventure, vous pouvez choisir Arhiz parce que c'est moins civilisé que Kislovodsk, on va dire. C'est un petit village où il y a énormément de poussière, les gens sont plus rustiques, plus rudes. Les touristes y vont pour faire je pense qu'en français ça s'appelle du quad, ces espèces de motos avec 4 roues. Il y a aussi des balades à cheval qui sont organisées. Nous on est allé se promener dans un parc naturel, une réserve naturelle juste à côté de Arhiz et le garde forestier en nous laissant passer nous a dit qu'il y avait des ours et aussi des bisons, mais on a vu personne. Enfin, on a vu un lièvre et un chat qu'on a récupéré et adopté pendant la promenade. Je sais pas d'où il sortait, il était en plein milieu de la forêt. Dès qu'il nous a vus, il a grimpé sur mes genoux, donc je l'ai récupéré et puis après on s'est promené avec le chat. Le lendemain, on a pris une voiture pour aller dans la montagne plus haut. Dans le Caucase, j'ai remarqué que c'est très facile de payer pour un service. Donc par exemple, même si vous voulez faire un trajet de 3 heures, c'est pas très difficile de trouver un taxi, négocier, et il va vous emmener à peu près n'importe où quand vous voulez. Par contre, le niveau des services est très différent de la Russie. Les gens échangent très facilement, ils sont très bavards, disons. Mais bon, déjà, il faut parler russe parce qu'il n'y a aucune chance qu'ils parlent anglais. Ensuite, il faut négocier aussi, savoir ce que vous voulez, c'est mieux d'être avec des gens qui connaissent bien la région ou avec des locaux parce que sinon, vous risquez de vous faire avoir, disons, pour pas mal de choses. Donc c'est une culture très différente du reste de la Russie, encore une fois, c'est vraiment un peuple différent qui habite dans le Caucase, même s'ils parlent tous russe, bien sûr. Donc là, en l'occurrence, vous pouvez trouver très facilement des 4x4, taxis 4x4 qui vous emmènent dans la montagne pour faire de la randonnée. Le Caucase, c'est une région très très vivante, il y a des animaux partout, contrairement au reste de la Russie, où on les voit très rarement. Donc là, ça peut être non seulement des moutons, des vaches, des chevaux qui traversent la route, il y a vraiment de tout, et ils passent tous par la route, parfois vous allez attendre pendant un petit moment pour qu'ils se décident à bouger. Mais on voit aussi des animaux sauvages, et plus que dans le reste de la Russie, d'après ce que j'ai constaté. Par exemple des sangliers, des lièvres, qu'est-ce qu'on a vu d'autre ? Des aigles, des sousliks, en français je pense que c'est des chiens de prairie ou des petites marmottes. Enfin, bref, dans le Caucase, on ne s'ennuie pas. Donc là, pas très loin de Arhiz, on a fait une randonnée magnifique. Pour donner un repère, on n'était pas très loin d'une montagne qui s'appelle Sofia, et j'avais oublié qu'il faut faire attention quand on est aussi haut, parce que cette montagne Sofia, elle monte à 3600 quelque chose, donc on était vraiment haut, et même si on n'était pas sur le pic bien sûr lui-même, on était un peu plus bas. Et j'ai mis de la crème solaire sur mon visage et j'ai oublié d'en mettre sur mes bras. J'ai beaucoup regretté après ça, d'ailleurs je pense que vous pouvez toujours voir mes traces magnifiques. Les Russes se moquent de moi en disant que j'ai l'air d'un chauffeur de taxi Jigit. Jigit c'est comme un local, une personne locale dans le Caucase mais qui est très très rustique disons. Donc j'aurais dû mettre de la crème solaire mais ça valait vraiment quand même le coup de faire cette randonnée qui était vraiment magnifique. Ensuite, l'étape suivante, c'était Dombai, un autre village qui est encore plus loin dans le Caucase. Les montagnes sont assez différentes, elles sont beaucoup plus impressionnantes, plus sombres, plus grises. Il y a des grands arbres, des grands sapins, alors que Arhiz c'était plus ensoleillé, c'était peut-être plus plat avec des plaines vertes et des fleurs. Donc l'ambiance est assez différente, mais moi j'avoue que j'aime beaucoup Dombai aussi, j'ai trouvé ça très beau. Il y avait de la brume quand on est arrivé entre les pins et c'était magnifique. Le problème de Dombai, c'est que c'est pas très loin de la frontière. Et donc, si vous êtes étranger, c'est plus difficile de trouver des promenades à faire parce que vous vous approchez des frontières. Et donc, il faut avoir un pass, surtout si vous êtes étranger. Et nous, on avait commandé les passes. Enfin, un ami russe avait commandé des passes pour nous. Sauf qu'ils ont mis très très longtemps à arriver. Donc, par exemple, on n'a pas pu finir une randonnée pour aller voir des chutes d'eau parce qu'il fallait passer le poste de frontière.
Et donc, comme on n'avait pas les passes, c'était impossible. Et les passes sont arrivées la soirée, enfin 1 heure après, quand on est reparti. À Dombasle aussi, vous pouvez prendre des télésièges ou téléskis pour monter sur un sommet. Et de là-haut, vous pouvez admirer la vue sans trop vous fatiguer. C'était début juin encore une fois, mais il y avait encore de la neige, que ce soit à Argiz ou à Dombasle. Donc il y a des fois, enfin je pense qu'il vaut mieux ne pas venir trop tôt si vous voulez faire de la randonnée assez haut, parce que vous allez être bloqué par la neige. Et la neige qui fond à moitié, c'est très dangereux. Ensuite, pour rentrer à Kislovodsk depuis Dombasle, on a pris une des routes les plus jolies que j'ai jamais vues. Ça tournicote, donc si vous avez mal au cœur, bon courage. Et puis les routes sont... Enfin ça c'est une route qui est secondaire et pas du tout empruntée, donc elle est moins entretenue que d'habitude, et donc ça secoue un petit peu. Mais on s'est arrêté à peu près au milieu du trajet pour regarder le soleil couchant, et c'était vraiment magnifique. Ensuite, pour notre dernière promenade, on a pris un taxi pour s'approcher du mont Elbrus, qui est donc le sommet de l'Europe, plus particulièrement pour aller voir les sousliks, donc des chiens de prairie. J'avais voté en faveur de cette promenade parce que j'adore les animaux, et donc j'avais très envie d'aller voir les chiens de prairie. Donc on avait un chauffeur local qui nous expliquait à peu près tout, qui nous racontait d'ailleurs des légendes sur le mont Elbrus, des légendes absolument atroces, comme par exemple l'Elbrus, quand on le regarde de côté, le sommet est un petit peu coupé en deux. Donc il nous a expliqué dans la voiture que c'était parce que, selon la légende, donc Elbrus, quand il était âgé, est tombé amoureux de la femme de son fils. C'est déjà super. Et donc ils se sont battus, et le fils en question lui a coupé la tête en deux comme ça. C'est pour ça qu'il y a un trou au milieu. Enfin bref, quitte à inventer une légende pour leur montagne, ils auraient pu inventer une légende un peu mieux, j'ai trouvé, mais bon. Ce chauffeur de taxi était extrêmement bavard, il tenait à s'arrêter à chaque fois qu'il y avait un endroit touristique. Il y avait des touristes partout, notamment sur la route qui mène à l'Elbrus, qui est une route vraiment très très belle, mais elle était jonchée d'instagrammeurs qui s'arrêtaient pour s'asseoir en plein milieu de la route, se relever en courant dès qu'il y avait une voiture qui essayait de passer. Enfin c'est un peu ridicule, je trouve, ce spectacle. Tout ça pour une photo, alors qu'il y a plein d'endroits sauvages tout autour de l'Elbrus où on peut s'arrêter tranquillement. On s'est aussi arrêté plusieurs fois pour regarder passer des aigles, il y en a vraiment partout, et je trouve ça un spectacle incroyable. Ce chauffeur de taxi nous a aussi expliqué comment les hommes locaux, selon la tradition caucasienne, enlèvent leurs femmes. Donc il nous a expliqué comment ça se passe. Il nous a dit que bien sûr les femmes étaient consentantes, même si elles n'étaient pas forcément au courant, elles se doutaient que la chose allait arriver si elles acceptaient les avances d'un homme. Et ensuite cet homme, avec l'aide de ses proches, enlève sa future femme par tradition. Il y a un film de Leonid Gaiday qui s'appelle La prisonnière du Caucase, que je vous recommande de regarder. C'est un film soviétique qui est très bon enfant, très drôle, et que tout le monde connaît en Russie, qui est très célèbre. Donc si vous vous intéressez à la culture russe, ça vaut le coup de le regarder. Si je me trompe pas, il est disponible sur YouTube, et il y a des sous-titres en français. Ensuite, on est arrivé au pied de l'Elbrus, vers l'endroit où il y a la première base pour les alpinistes qui veulent faire l'ascension de l'Elbrus. Donc c'est une grande plaine où début juin il y a beaucoup de fleurs jaunes, donc c'est vraiment très joli. Et on a trouvé ces petits sousliks, donc chiens de prairie, qui sont très mignons et qui viennent nous voir et qui se battent les uns avec les autres pour récupérer les petits biscuits qu'on avait apportés. Après, quand j'ai posté ça sur ma chaîne Telegram, tous les Russes m'ont dit « Oh, mais t'es folle, ils ont plein de maladies, ils ont la rage, la peste, tu vas être malade et tout ». Mais bon, ils sont pas agressifs en fait, ils essayent vraiment pas de mordre, ils essayent juste de récupérer le biscuit. Donc même s'il mordit parfois sans faire exprès pour récupérer le biscuit, ça va pas du tout jusqu'au sang. Donc je pense que c'est pas très dangereux. Et je pense que ça se saurait si tout le monde repartait avec la peste bubonique ou la rage. La seule chose à savoir quand on voyage dans cette région, ou de façon générale dans le Caucase, c'est qu'il y a très peu de toilettes, ou alors si c'est des toilettes, c'est vraiment sauvage, et il vaut mieux trouver un coin dans la nature pour être honnête. Il y a assez peu de restaurants, et enfin c'est très très rustique. Donc prévoyez, vraiment, vous ne pourrez pas acheter tout ce que vous voulez. On s'habitue très vite en Russie au confort de vie, à avoir des restaurants qui fonctionnent tout le temps, des magasins ouverts jusqu'à très tard le soir, des livraisons, etc. Enfin, tout est très bien en général en Russie. Mais dans le Caucase, c'est beaucoup plus rustique. Et donc, il faut prévoir quand on va se promener pendant une journée entière. En tout cas, je pense que début juin, c'est vraiment une période idéale, ou alors peut-être au début de l'automne, parce qu'il faisait déjà très chaud et il n'y a pas d'ombre dans cette région-là. Donc je pense que pendant juillet-août, ça doit vraiment taper. Enfin bref, voilà, je sais pas si j'ai tout raconté, mais ça fait déjà plus d'1 demi-heure que je parle, donc ça suffit. Donc merci d'être resté jusqu'au bout de cette vidéo. N'hésitez pas à aller voir Rosetta Stone dans la description, et à la prochaine.